Comme nous le disions, bonsoir à tous. On vous remercie déjà d'être là avec nous. On va ce soir aborder les préjugés du testing au cours de notre meet-up. Libérez, délivrez-nous des préjugés du testing. Titre que nous avons trouvé en l'honneur de la fille de notre patron ici présent. C'est pour lui faire plaisir. Mais le fond va toujours être là. On va vraiment parler des préjugés du testing et autour de trois grands axes et surtout comment démonter ces préjugés. Et du coup, je me présente, moi c'est Natacha, je suis Scrum Master et Test Lead chez UNUP depuis 1 an et demi maintenant, et depuis 1 an et demi, j'interviens aussi à la DSI de Pôle emploi en tant que Scrum Master et Test Lead du coup. Voilà pour ma part, je vais laisser mon acolyte se présenter. Et bonjour à tous, donc je suis Laurent Fourmi-Mangin, je suis automaticien chez UNUP depuis aussi à peu près 1 an et demi. Et j'interviens chez différents clients voilà, sur des problématiques d'automatisation de tests. Et donc, sans plus attendre, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet avec notre tout premier préjugé qui va faire plaisir à nos amis développeurs présents, et on va rentrer direct dedans. Donc, le préjugé numéro 1 qu'on a décidé de démonter aujourd'hui, c'est les tests, c'est fait pour ennuyer les développeurs. Donc, vous noterez l'euphémisme ennuyer. Donc, pour ennuyer les développeurs, oui, mais pas que. Effectivement, si on prend un peu la relation développeur-testeur un peu à chaud, comme ça, sans trop réfléchir, on a l'impression un peu que c'est une relation qui part un peu mal à la base quand même. Parce que d'un côté, voilà, on a notre développeur, on a la vue du développeur, pour lui, faut le comprendre, hein, c'est tout à fait justement compréhensible. C'est pas agréable de voir son travail être remis en cause assez régulièrement par le testeur. Euh, et puis faut comprendre aussi que le développement logiciel, c'est une activité qui devient de plus en plus complexe, qui nécessite vraiment des compétences très précises, très complexes, et avoir le petit testeur qui a cliqué sur 3 boutons et qui nous dit ton truc ça marche pas, ton truc c'est pas ce qu'on voulait, etc. Ça peut être assez agaçant, et voilà, c'est un truc pas top. Mais de l'autre côté, si on se met dans les chaussures du testeur, à première vue, c'est pas top non plus. C'est jamais sympa d'être celui qui empêche de tourner en rond, celui qui va pointer du doigt les défauts du travail des autres, celui qui va dire justement ça marche pas. Donc voilà, on a à première vue comme ça, si on regarde encore une fois un peu à chaud, on a des objectifs qui ont l'air un peu contradictoires, avec d'un côté les développeurs qui vont développer le produit, vont devoir construire le produit, et de l'autre côté le testeur qui est un peu là pour, à première vue, encore une fois, tout casser, dire ça marche pas, enfin voilà, des objectifs un peu contradictoires. Alors si on s'extrait un peu de cette vision à chaud, et qu'on essaie de s'extraire un peu de cette mauvaise dynamique, en fait, on se rend compte que déjà, ces objectifs développeurs-testeurs ne sont pas forcément contradictoires, bien au contraire. En fait, ils ont le même objectif, qui est de produire un livrable de qualité qui soit utile et fonctionnel. Et au-delà de tout, c'est que en fait, l'erreur, elle est humaine. Oui, les développeurs font des erreurs, oui, il y a des anomalies, oui, il y a des bugs, oui, il y a des problèmes de qualité dans les produits, dans les livrables, mais encore une fois, l'erreur est humaine. Donc, si on commence à tirer la pelote de laine, oui, l'erreur, elle est humaine. Le corollaire, c'est que sur nos projets, a priori, les développeurs ne sont pas les seuls êtres humains. Donc, par extension, ce n'est pas les seuls potentiellement à introduire des bugs. Donc, si on essaie de prendre un peu le cycle de vie logiciel, essayer de voir, creuser un peu, où est-ce qu'on peut justement introduire des anomalies, des bugs, des problèmes de qualité, avant même d'avoir écrit une seule ligne de code, on va voir les spécifications, tout simplement. On rencontre, on le voit tous au quotidien dans nos projets, des spécifications dans lesquelles il y a des problèmes, des ambiguïtés, des problèmes de clarté, des manques,
typiquement, ce qui est implicite, ce qui est vraiment évident pour le métier, pour le PO, et qui, pour le développeur, n'est pas justement implicite, enfin voilà, coule pas de source. Toujours en descendant le cycle de vie, au niveau du design, si on a un produit qui est mal designé, je sais pas, qui est mal dimensionné pour le nombre d'utilisateurs, ça va introduire des problèmes de comportement, des bugs, appelez ça comme vous voulez, des bugs, des anomalies qui sont liés non pas à un problème de code, non pas à un problème de développement en tant que tel, mais à un problème de design. Ensuite, on a forcément le code, hein. On a beau dire que ce ne sont pas les seuls, ils sont quand même, il y a quand même potentiellement des problèmes introduits pendant la phase de développement. Ensuite, on a les problèmes d'environnement, de déploiement. De la même manière que les problèmes de design, si notre produit, on a beau faire l'appli la plus catchy, la plus sympa, avec une couverture de test unitaire, d'intégration, de feu, etc. Il n'y a pas un bug, pas une anomalie. Si on déploie ça sur le Pentium des années 90, potentiellement, on peut avoir des soucis. Donc voilà, c'est encore un endroit où on peut trouver cause racine du bug. Et enfin, last but not least, parce que a priori, de ceux que je connais en tout cas, les testeurs sont aussi humains, enfin la plupart. Et du coup, vous avez tous, je pense, rencontré au moins une fois le test qui est KO. Et au final, c'est pas une anomalie, c'est pas un bug, c'est un faux positif. Et en fait, c'est tout simplement le test qui est soit obsolète, soit mal spécifié, soit le testeur a fait un peu nawak quand il a testé. Et si c'est des tests automatisés, là, on a encore plus le problème, les fameux tests qui sont très, je sais pas comment on dit en français, mais flaky, très, très instables, et on peut avoir beaucoup de faux positifs. Donc voilà, on voit que il y a beaucoup de, enfin voilà, encore une fois, l'erreur est humaine. Les développeurs ne sont pas les seuls êtres humains à intervenir dans le cycle de vie logiciel, donc forcément, c'est pas les seuls à introduire des anomalies. Mais pour autant, ça ne les absout pas c'est pas parce que c'est pas les seuls qu'ils n'ont pas une responsabilité dans la partie qu'ils développent et que la responsabilité n'est pas partagée pour autant sur toute l'équipe dans les différentes phases qu'on vient de voir du cycle logiciel. Et pour ça, par chance, on va avoir un certain nombre de pratiques, d'outils qui vont nous permettre de tester tout simplement notre livrable tout au long, encore une fois, du cycle logiciel. Parce qu'encore une fois, quand on parle de test, on pense beaucoup test d'intégration, test unitaire, enfin voilà, vraiment les tests qu'on va appeler dynamiques qui vont exécuter notre livrable, qui vont le tester. Mais en fait, il y a toute une gamme de tests qui sont très souvent oubliés et qui pour autant sont tout aussi salutaires, si ce n'est, on va pas dire plus, mais on va voir qui coûtent moins cher, qui sont beaucoup plus simples à mettre en place, enfin voilà, qui apportent une plus-value avant même, encore une fois, que la première ligne de code soit écrite. Donc, parmi ces outils et pratiques, si on reprend notre cycle de vie, dans les spécifications, ne serait-ce que relire les spécifications, c'est un truc tout bête, mais c'est du test, tout simplement. Relire l'aspect, se rendre compte justement de ce qu'on disait tout à l'heure, des ambiguïtés, des manques, des problèmes de clarté et les résoudre au moment des spécifications, c'est une activité de test et c'est donc une activité de test statique et, enfin, voilà, ça permet de détecter un bug, une anomalie dès ce niveau-là et c'est super à corriger. Effectivement, ça coûte rien. Ça coûte une conversation, donc pas très très cher, et ça coûte à ouvrir Word et modifier la règle de gestion. Donc voilà, c'est quelque chose qui est souvent pas oublié, mais auquel on ne pense pas en termes de test et qui pourtant a une plus-value absolument énorme. Donc dans la continuité, voilà, dans la relecture, l'échange au sein de l'équipe entre le PO, dev, testeur, etc. Encore une fois, le maître mot de tout ça, c'est la communication.
Encore une fois, en amont de la première ligne de code écrite, la communication permet très très souvent voilà, de lever les premiers loups et les premiers bugs potentiels avant le premier développement. Ensuite, après le développement, les principes de revue de code. Donc, j'espère que c'est une pratique, enfin, je pense que c'est une pratique qui se démocratise, on va dire, et qui est implémentée de plus en plus au sein des équipes. Mais de la même manière que la relecture des spécifications, avoir un point de vue différent entre PO, dev, testeur, au niveau du code, avoir un point de vue différent, ne serait-ce qu'entre deux développeurs qui ont un background, qui ont des compétences, qui ont un savoir fonctionnel, métier différent, permet d'avoir des retours avant même de merger le code au sein de la code base. Donc voilà, ce sont vraiment une pratique qui, encore une fois, apporte. Encore une fois, on n'a pas encore exécuté notre livrable, on ne sait même pas si limite, on ne sait même pas s'il compile, mais ça permet de lever les problèmes problématiques. Ensuite, pour continuer sur les tests, encore une fois, toujours statiques, on n'a toujours pas exécuté la moindre ligne de code. Tout ce qui est calimétrie, typiquement les outils type SonarCube, qui vont nous permettre de remonter la dette technique, potentiellement des problèmes de mauvaises pratiques, qui va même dans des outils type Sonar, ça va même nous remonter des préconisations. Donc c'est vraiment un truc et ça coûte pas très cher à installer un serveur avec Sonar et mettre en place le plugin dans le projet pour faire l'analyse et remonter les infos dans le dashboard, ça demande pas grand-chose, quoi. Et ensuite, et enfin, nos fameux tests, là, cette fois-ci dynamiques, où on va commencer, donc là, on va pas s'étendre, hein, vous le connaissez tous, les tests unitaires, notamment les tests d'intégration. Après, le reste de la pyramide, mais côté développeur, on va surtout se focaliser sur ces deux niveaux-là. Et voilà, c'est, j'espère maintenant, le b.a.-ba de tout projet de développement, mais ça fait pas de mal ça fait pas de mal de les mentionner quand même. Et donc, on a vu encore une fois, l'erreur est humaine, tout le monde est humain sur le projet, tout le monde introduit entre guillemets des bugs à droite à gauche. On a des outils, des pratiques pour essayer de les résoudre et pour finir de se décomplexer en quelque sorte au niveau des problématiques, des erreurs, encore une fois, des problèmes qu'on peut introduire par son développement, enfin voilà, par son métier en quelque sorte. Se souvenir que même ce qu'on va appeler les rockstars, même les développeurs très très expérimentés, les meilleurs développeurs, ceux qu'on retrouve typiquement chez les GAFA, chez Google, chez Facebook, ils font aussi des erreurs. Qui n'a jamais pesté sur son appli Android, sur Android suite à un bug, sur Gmail, sur Facebook suite à un bug? Ouais, même eux font des erreurs, font des anomalies, introduisent des anomalies. Même eux, du coup, par extension, font du test. On a Google qui dépense des millions chaque année sur des rewards, notamment côté tests de sécurité pour des problèmes, des anomalies, des problèmes de sécurité qui sont passés au travers des mailles du filet. Et côté Facebook, on a carrément inventé, non. On a développé, ils ont développé carrément leur framework de test côté JavaScript, Jest. Donc voilà, encore une fois, décomplexons-nous. L'idée, c'est pas de dire créer des bugs, faites n'importe quoi, mais c'est de dire c'est normal encore une fois, faut rendre à César ce qui appartient à César. Le développement logiciel, c'est une activité extrêmement complexe qui requiert des compétences très pointues. Des bugs, des anomalies, c'est normal. Le test est là justement, non pas pour critiquer le travail des développeurs, mais pour sécuriser celui-ci. Et donc, pour ce préjugé, si on devait retenir une seule chose, c'est ça, c'est que le test, ça reste une responsabilité de l'ensemble de l'équipe, pas seulement du testeur. Oui, c'est lui qui va porter un peu
va porter la stratégie, qui va driver un peu la chose, mais c'est une responsabilité de tous, que ce soit le dev, les ops, enfin, voilà, vraiment de toute l'équipe, et toute l'équipe a un objectif commun, c'est de délivrer un produit qui soit utile et fonctionnel. Donc, délivrer the good product et a good product. Et donc, Natacha, toi, c'est quoi ton préjugé? Alors, moi, ce que j'entends souvent en tant que testeur, alors je vais juste vous demander de couper vos micros si ça ne vous embête pas. On va couper. Merci. Moi, en tant que testeur, ce que j'ai souvent entendu, c'est de toute façon, ton métier, c'est bien de cliquer sur des boutons. Et à part ça, ben, on ne sait pas trop ce que tu fais. D'ailleurs, est-ce que même tu fais autre chose? C'est pas super sympa d'entendre ça. Je vous avoue que c'est pas la journée la plus agréable quand on vous dit ça, hein, qui passe. Vous demandez un peu ce que vous faites là. Mais finalement, quand on prend un peu de recul, je me dis, mais si seulement mon métier, c'était uniquement cliquer sur des boutons, quand même, ça serait quand même limite le métier le plus fun de la planète. Ça veut dire que j'ai jamais besoin de réfléchir. Je viens, je clique sur mes 4 boutons dans ma journée, je repars, ça se passe pas trop mal, je réfléchis pas, je suis pas trop fatiguée et en plus, je suis payée pour ça. Ça, c'est un peu le rêve. Et puis cliquer sur des boutons, finalement, ça nous permettrait de faire travailler pas mal de monde, hein, même ceux qui n'y connaissent rien. Ma grand-mère est capable de cliquer sur des boutons, donc je pense qu'on pourrait lui faire du test finalement. La mauvaise nouvelle pour ma grand-mère, c'est qu'il faut réfléchir. La bonne pour elle, c'est qu'elle peut rester à la retraite, parce que du coup, être testeur, c'est pas uniquement cliquer sur des boutons. C'est faire plein d'autres activités et surtout ce qu'il faut retenir, ce qui est important, c'est que les tests, ça permet à l'équipe de fournir un produit de qualité, de communiquer dessus. C'est ce qu'on vient de dire, on réfléchit tous dessus, on va communiquer dessus et c'est bien le testeur qui est au centre de cette communication, c'est bien le testeur. Finalement, quel que soit votre mode de fonctionnement, que ce soit agile ou du cycle en V, même si on a tendance en ce moment, et j'espère de plus en plus, à parler d'agilité parce qu'on se rend bien compte que ça fonctionne un petit peu mieux, quoique pas pour tout le monde, mais c'est quand même votre testeur qui est au centre de cette communication et au centre de cette qualité. Et du coup, si mon testeur, il fait pas que cliquer sur des boutons et qu'il réfléchit un peu, qu'est-ce qu'il fait en fait? Il fait plein de choses, le testeur. Il fait des tests statiques, il relie des US, il relie des spécifications, c'est ce dont parlait Laurent juste avant. Si vous faites des ateliers Tres Amigos, typiquement, hein, je sais que Tres Amigos, on en parle beaucoup, Laurent et moi, mais c'est parce que ça fonctionne et vraiment bien. Quand vous faites des ateliers de Tres Amigos, que vous fassiez du BDD ou pas, hein, pour ceux qui ont vu le meet-up de Laurent, vous réunissez en gros les 3 grands rôles d'une équipe agile, c'est-à-dire un PO, un testeur, un développeur, mais vous pouvez mettre des ops, des architectes, peu importe, plus il y a de monde, plus on va découvrir des choses. Vous faites du test statique parce que vous construisez votre US en même temps que vous la relisez et que vous la faites relire par quelqu'un d'autre. C'est quand même ouf. Je veux dire, on fait du test en même temps qu'on écrit. Et si en plus vous intégrez votre automaticien, il peut déjà réfléchir à comment il va automatiser. C'est-à-dire que finalement, on perd entre guillemets 2 heures de notre temps dans un sprint pour travailler sur une IS, mais on gagne peut-être 4 jours parce qu'on va déjà pendant ces 2 heures trouver des bugs qu'on n'aurait pas trouvés par ailleurs. Donc le test statique, ça fait bien partie de l'activité du testeur. Donc effectivement, au-delà de cliquer sur des boutons, il faut qu'il sache lire. Ça déjà, c'est la base. Sinon, ça va être compliqué. Le test exploratoire. Alors, le test exploratoire, pour ceux qui me connaissent, vous allez voir, c'est ma grande passion dans la vie. J'en parle, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur parce que c'est quelque chose qui n'est pas suffisamment utilisé et pourtant, ça permet de trouver un nombre d'anomalies qui est quand même important. Alors, le test exploratoire, pour ceux qui ne connaissent pas, on fait du test. On se donne un objectif, mais on ne se donne pas de scénario strict à suivre. Et en fait, ça va permettre de trouver des bugs ou des trous dans la spec, tout simplement. On va dire qu'on a un bug, mais en fait, c'est quelque chose qui n'a jamais été spécifié. Et donc, si ce n'est pas spécifié, c'est pas développé. Du coup, le test explo, on trouve des anneaux ou des trous dans la spec et ça permet de réaliser ça. Mon testeur, il va tester des web services et des batchs. Alors, on est d'accord que pour tester notre web service ou notre batch, à un moment sur notre outil, il va bien falloir que je clique sur un bouton pour le lancer. Je suis d'accord avec vous. Mais il va quand même falloir réussir à le lire, savoir comment ça se lance.
On trouve quand même aujourd'hui beaucoup de testeurs pour qui un SOAP-UI, un Postman, un PuTTY pour un batch, peu importe l'outil que vous utiliserez, ça ne leur parle pas du tout. Quand je vois un testeur qui me dit « moi je veux faire de l'automatisation, mais il n'a jamais ouvert SOAP-UI ou Postman de sa vie », je me dis « ça va être compliqué le pauvre, il va falloir quand même qu'il aille au-delà de ce qu'il sait faire ». Et donc, ça fait partie pour moi de l'activité du testeur, d'aller aussi sur ces tests de niveau les plus bas et d'intervenir au plus près des développeurs. Donc, désolé pour les testeurs qui pensaient qu'ils verraient que des IHM toute leur vie. Pour moi, ça ne fait pas partie de leur rôle. Et nos grands oubliés de nos projets, souvent nos grands oubliés parce qu'on n'a pas le temps, ça coûte trop cher, on ne sait pas faire, les tests de sécu, les tests de perf, les tests de charge, les tests d'accessibilité, tout ce qui est tests non fonctionnels, on n'oublie pas de les faire. En tant que testeur, eh ben, on peut réaliser ces tests-là ou on peut avoir des testeurs qui sont spécialisés dans ces types de tests. Ça se fait très bien, peu importe comment ça se passe dans votre projet, mais on ne les utilise pas. C'est important. Donc déjà, mon testeur, il ne fait pas que du test d'IHM. Super. Mais alors en plus, c'est pas de bol pour lui parce qu'il ne fait pas non plus que de l'exécution. Donc si demain, pour ceux qui ne sont pas testeurs, pour ceux qui sont testeurs, je pense que vous n'allez pas découvrir grand-chose. Pour ceux qui ne sont pas testeurs, demain, quand vous allez être avec votre testeur dans votre équipe, un petit peu de reconnaissance parce que vous allez vous rendre compte de tout ce qu'il peut faire et que vous ne voyez pas forcément. Mais pourtant, grâce à lui, on va améliorer la qualité des projets. Et donc, du coup, s'il ne fait pas que de l'exécution, que fait mon testeur? La stratégie de test. La stratégie de test, c'est un grand sujet, c'est souvent pas fait, on l'oublie, du coup, on part dans tous les sens et ça ne se passe pas correctement. Donc, pareil, c'est un sujet qui me tient à cœur. À ce propos, si vous voulez qu'on parle un peu plus de stratégie de test, je vous invite. La semaine prochaine, je suis avec Benjamin, ici présent au MIT France, et on parlera stratégie de test. Donc, comme quoi, c'est un vrai sujet, puisqu'on arrive même à en faire des meet-ups. Donc, ça, c'était ma petite aparté pour l'activité de test. Donc, le testeur, il est au centre de cette stratégie. Il va chiffrer ses tests, même si c'est informel. Le testeur, il doit se dire, OK, combien de temps va me prendre la conception de mes tests, combien de temps va me prendre l'exécution de mes tests ou le reporting. Et ce chiffrage, il n'est pas obligé de le faire dans un fichier ou de remonter un ABAC. Ça, c'est un petit peu l'ancien temps, ou alors quand on a une tierce recette applicative. Dans une équipe agile, le testeur, tout simplement, il est au planning. Et quand on présente une US, il se dit, OK, attends, cette US-là, d'accord, les développeurs, on leur demande comment ils vont développer, on leur demande combien de temps ça va leur prendre, mais est-ce que moi, on me demande bien combien de temps ça va me prendre de réaliser ces tests? Parce que peut-être que ça met 2 heures à développer pour le développeur, mais moi, ça va me prendre 4 jours à tester, il faut quand même le savoir, parce que si à la fin du sprint, on doit mettre en prod, il faut quand même que moi, en tant que testeur, j'ai eu le temps de faire la totalité des tests nécessaires. Donc, ce chiffrage, il est formel ou informel, mais le testeur, il doit le faire et il doit remonter l'alerte si, dans sa tête, à minima, informellement, ça ne rentre pas. Il va concevoir les tests, il va les écrire. On les écrit soit un petit peu de manière classique avec des steps, un objectif de test, des prérequis, des résultats attendus, des résultats obtenus, etc. On utilise le BDD, on fait du gherkin, on écrit les tests. Si on utilise le BDD encore plus, notre automaticien, il est vraiment trop content parce qu'on lui a mâché la moitié du travail en tant que testeur. Il n'a plus qu'à s'occuper de l'automatisation. Il ne s'occupe plus des fichiers features. On fait du vrai travail d'équipe. Si on décide de faire que du test exploratoire et pas du tout d'écrire de tests et qu'on part sur des matrices de tests exploratoires, bah voilà, il faut créer ces matrices, même si c'est un tableau à 3 colonnes, peu importe la façon dont on le fait. Mais en tout cas, on écrit nos tests. Sauf dans le cas du no test case, mais là, c'est un sujet particulier et on pourra en débattre. Automatiser les tests, là, ça va dépendre plus de votre testeur. Typiquement, moi, je ne suis pas automaticienne, je n'ai pas un monde, j'en ai pas les compétences. Par contre, si vous voulez un automaticien, c'est Laurent. Mais Laurent, aujourd'hui, il est à la fois testeur et automaticien parce qu'il a cette double compétence. Moi, je ne l'ai pas, mais ça peut arriver et on le demande de plus en plus aux testeurs fonctionnels d'automatiser les tests. Maintenant, je pense, à titre personnel, qu'il faut que ce soit voulu pour que ce soit bien fait. Les testeurs qu'on va obliger à automatiser, ça sera rarement bien fait parce que ça sera uniquement de l'enregistrement de clic-bouton et du coup, on n'ira pas au fond des vraies choses, de mon point de vue.
C'est mon petit parti pris. Les environnements de test, ça arrive rarement, mais ça arrive. Et quand ça arrive, on est content que le testeur sache le faire. Savoir gérer ces environnements de test, être capable de se dire est-ce que mon install elle a bien été faite si on n'est pas sur de l'intégration continue, si on n'a pas des développeurs qui mettent à jour, si vous êtes dans un ancien sujet. Voilà. Exécuter les tests. Hein. Bon, bah, je suis désolée, il ne fait pas que ça, mais il le fait quand même. Il faut exécuter les tests, sauf en cas d'automatisation. Mais en cas d'automatisation, la bonne pratique, de mon point de vue en tout cas, veut que les tests soient quand même exécutés manuellement plusieurs fois pour être sûr qu'on exécute la bonne chose. C'est dommage d'automatiser, de mettre de l'argent et de se rendre compte au bout de 3 semaines d'automatisation, un développeur qui est intervenu, un automaticien qui a mis en place un framework, et un testeur agile ou un testeur fonctionnel qui a analysé les tests pendant 3 semaines, de se rendre compte qu'en fait, on n'automatisait pas la bonne chose. Là, à mon avis, bonne chose pour aller l'expliquer à votre client, chef de projet, manager, peu importe, qu'il vient de claquer je ne sais combien d'euros par jour pour toutes ces personnes et qu'en fait, on s'est trompé. Voilà, donc on exécute manuellement les tests et puis quand on est sûr, quand on a bien intégré nos tests automatisés dans notre stratégie de test, on y revient et qu'on est d'accord, qu'on est sûr de ce qu'on fait, on automatise. Donc, pour moi, le testeur manuel n'est pas mort. Il a encore une longue vie devant lui. Et bien, le rapport de test, le reporting, c'est pour moi la dernière activité. Vous en trouverez certainement d'autres, j'en ai peut-être oublié. Hein. Mais en tout cas, le rapport de test, il est important. On en revient. Testeur, c'est celui qui va communiquer sur la qualité de nos projets. C'est celui qui va pouvoir dire moi, j'ai confiance dans ce qu'on va livrer ou je ne suis pas très confiant dans ce qu'on va livrer. C'est peut-être pas mal qu'on ne le mette pas en prod tout de suite parce qu'à mon avis, il faut revenir dessus. Et ben, il communique comment? Il fait un rapport de test. On ne reporte pas pour reporter, j'ai horreur de ça, mais on reporte intelligent. Le niveau de confiance, je ne suis pas certaine, encore une fois, un parti pris, que dire que sur mon sprint, j'ai trouvé 50 anomalies, qu'il y en avait 25 majeures, 5 mineures et 20 bloquants, que ça avait un intérêt flagrant. En tout cas, je ne pense pas, parce que finalement, qu'on ait trouvé ça, mais qu'on l'ait corrigé, on a fait le travail qu'il fallait dans l'équipe, donc pas de souci. Mais par contre, c'est important que le rapport de test dise on a couvert toutes nos exigences de sprint, on a bien testé la totalité de nos US. On pense avoir été le plus complet, même si la complétude des tests, encore une fois, c'est un sujet, mais on pense avoir été le plus complet face à notre analyse de risque sur nos tests et on est confiant pour que ça aille en production ou pas. Voilà. Ça peut être simplement le rapport de test, ça peut être oral. Hein. Il y a certaines équipes, et moi, c'est mon cas aujourd'hui, on fait des rapports de tests oraux, en fait, tout simplement. En fin de sprint, mon PO me dit, OK, est-ce qu'en tant que testeuse, sur ta partie test, tu es confiante sur ce qui se passe? Oui, je suis confiante, j'ai bien tout testé, machin, tout ça. Hop, c'est fait. Ça m'a pris 10 minutes, max. Et un petit café avec mon PO, parce qu'on fait ça au café aussi. Ça, c'est chaque projet fait comme il veut. Après, ça n'empêche pas le reporting officiel. Hein. Donc, finalement, pour démonter un peu notre préjugé, le testeur ne sert qu'à cliquer sur des boutons. On peut se dire que finalement, non, l'activité de test, ça englobe un panel d'activités qui permet à l'équipe de fournir un produit de qualité. Et encore une fois, votre testeur, il va être au centre de cette qualité, même si on l'a vu au point 1, il n'en est pas le seul acteur. Sans transition aucune, parce que j'en ai pas. Voilà, je suis désolée, j'ai bien géré mon truc, j'en ai pas. On va passer un petit peu au préjugé numéro 3. Et le test, on le vit tous, on l'a tous entendu, ça sert à coûter de l'argent au projet et à allonger à nos délais. Qui n'a pas entendu un jour quelqu'un nous dire on n'a pas le temps, faites pas vos tests unitaires les devs, c'est pas grave, on les fera plus tard quand on aura le temps. Qui n'a pas entendu un jour dire ah là là, on est en retard, bon c'est pas grave, on retire le testeur du projet, on va mettre un développeur, comme ça produira un peu plus vite. Nous l'avons tous entendu au moins une fois, on est tous d'accord que
Ça peut être une façon de gagner de l'argent. Après, est-ce que c'est la bonne façon de gagner de l'argent? Je ne pense pas. Je suis même certaine que non. Car la qualité, ça a un coût, c'est vrai. On ne va pas se mentir, faire quelque chose de qualité, ça a un coût. Mais faire quelque chose qui n'a pas de qualité, ça vous coûte encore plus. Ça, c'est logique. Ça, vous allez me dire, à part si un chef de projet est présent dans l'assemblée et qu'il a l'habitude de faire sauter le test en premier, je pense que tout le monde sera d'accord avec moi. Le manque de qualité, ça nous coûte plus cher que la qualité. Et pour ça, on va voir comment on peut faire pour abaisser nos coûts. Qu'est-ce qui existe pour abaisser nos coûts? Autour de deux grands axes. Ces deux grands axes, pour moi, ça va être le shift left. Donc, les testeurs connaissent le principe de tester au plus tôt. Plus on teste tôt et plus on détecte tôt nos bugs. Laurent l'a dit, la relecture de spec, la relecture d'US, on est au plus près. Le Tres Amigo, vous êtes... là, je sais, à ma connaissance, on ne peut même pas faire plus proche que le Tres Amigo. Le Tres Amigo, si quelqu'un connaît autre chose de plus proche, n'hésitez pas à me dire, je peux me tromper. Et donc, ce shift left, on sait qu'il va nous permettre comme on trouve au plus tôt, on corrige au plus tôt. Et comme on corrige au plus tôt, eh bien, ça nous coûte moins cher. C'est un petit peu, alors, la courbe qu'on vous met là, elle est tout à fait arbitraire parce que le coût de réparation d'un bug, c'est pas exactement 640 fois, mais l'idée, c'est de se dire que plus vous êtes près du code et moins ça vous coûte. C'est ce que veut dire... C'est ça, faut pas se fier aux chiffres, mais vraiment aux tendances. Et l'idée, c'est vraiment de voir là où justement on introduit le plus de bugs, donc au niveau coding. Et encore là, on pourrait continuer l'axe des X sur la gauche et aller carrément à la spécification, comme on disait tout à l'heure. Et on retrouverait exactement la même tendance, c'est-à-dire, voilà, 85% des bugs sont introduits en quelque sorte au niveau lors de l'implémentation, lors du développement et lors de la spécification, pour englober les deux. Et ouais, encore une fois, corriger un bug, une anomalie, un bug lors des specs, encore une fois, ça coûte une conversation et ouvrir Word. Corriger un bug pendant le développement, je suis dedans, j'ai la tête dedans, j'ai le code, voilà, j'ai pas de souci, je le fais moi, ça coûte vraiment rien. Corriger un bug lors des tests système, si on est en agile, si on est en cycle en V, peu importe, ou alors carrément un bug qui a été découvert en prod, alors que la feature, vous l'avez développée il y a 5 semaines, que c'est plus le même développeur, le développeur est parti dans une autre équipe, plus personne, on a même changé de PO, ça va coûter les yeux de la tête, alors que, justement, comme disait Natacha, shift left, on teste au plus tôt, on découvre le maximum au plus tôt, là où ça coûte le moins cher, et là où c'est le moins disruptif aussi pour l'équipe. Et en plus, le gros problème du bug de prod, il vous coûte en réparation pour toutes les causes que vient de vous dire Laurent, mais il vous coûte en réputation. Quand votre bug il est en prod et que l'utilisateur il tombe dessus, soit vous avez de la chance, vous êtes Google, vous avez le monopole et Gmail tombe 2 heures et en fait tout le monde va paniquer pendant 2 heures, mais bon, vous allez retrouver vos mails et de toute façon, comme vous avez le monopole ou quasi, vous vous assirez sur votre stress et puis vous continuerez comme ça en priant que ça ne réarrive pas. Soit vous êtes moins chanceux que Google et du coup ça représente un peu plus de monde. Vous avez beaucoup moins de monopole et là ça représente beaucoup de monde. Et du coup, votre bug en prod, s'il est impactant, il vous fait perdre des clients, il vous fait perdre des utilisateurs et puis les gens ils vont à la concurrence. Donc, encore une fois, shift left, c'est hyper important. Mais on n'oublie pas pour autant ce qui se démocratise de plus en plus, même si on a encore pas mal de mal à le faire accepter parce que ça fait un peu peur, c'est shift right. On continue à tester en production. Alors là, quand je dis ça, les gens ils me regardent avec des yeux de merlan frit, l'air de dire elle est complètement folle celle-là de me raconter ça. Elle va me mettre des fausses données en prod, elle va me pourrir mes stats, elle va me faire passer du test auto, ça va me prendre de la perf, je sais pas combien de trucs elle va m'emmener. Faire des tests en prod, ça peut vouloir dire ça, ça peut. C'est un choix qu'il faut faire, mais ça veut peut-être aussi tout simplement dire je log, je suis ce qui se passe, je monitore ma prod. Est-ce que je suis capable d'enregistrer ce qui se passe en prod, ce que mes utilisateurs font
pour pouvoir ensuite reproduire des chemins utilisateurs au plus près de ce qu'ils font, voire reproduire exactement ce qu'ils font sur mes environnements de test. Et en fait, mon shift right, il alimente mon shift left. C'est-à-dire que ce que j'ai récupéré comme log en prod, ce que j'ai récupéré comme action utilisateur, hop, je les amène côté projet, avant même que je sois en prod. Je les fais automatiser parce que j'ai des automaticiens de shop comme Laurent. Et puis du coup, hop, ben, ça se retrouvera jamais en prod parce que on l'aura fait. Donc c'est aussi ça le shift right. Et si vous pouvez le mettre en place, c'est un gain de ouf. Ça fait un peu peur, mais si vous arrivez à le faire correctement et à le faire admettre, vous allez obtenir une qualité qui est incomparable par rapport à si vous attendez juste que vos bugs soient en prod. Du coup, ce qu'on peut dire, c'est que la qualité, elle a toujours un coût. On est d'accord? L'objectif de notre testeur agile, puisque tout au long finalement de ce meet-up, on vous a parlé de la qualité, on vous a parlé des développeurs, on vous a parlé des activités du testeur, on vous a parlé des specs, des PO, des ops, etc. Mais on est bien avec notre testeur qui est au centre de notre qualité, qui la porte, qui va acculturer, pardon, excusez-moi, je ne trouvais pas mon mot, qui va acculturer le reste de l'équipe à la qualité. C'est bien son rôle de rationaliser ce coût. La complétude des tests, c'est compliqué. Faire de la surqualité, ça n'a pas d'intérêt. Il faut rationaliser ce coût et votre testeur, encore une fois, il est là pour vous aider à le rationaliser. Ça fait partie de son rôle. Donc, utilisons ça, mais ne supprimons pas la qualité. On va un petit peu terminer, on vous a pas mal parlé. On va conclure sur ces 3 préjugés. Je pense qu'on aurait pu en démonter plein d'autres, parce que des préjugés autour du test, il en existe beaucoup. Nous, on a voulu axer ces 3 cas-là. Et on va terminer. Je te passe la main pour la conclusion, Laurent. Ouais, du coup, pour finir, donc effectivement, on a balayé tout un ensemble, on a les 3 gros pour nous préjugés qu'on peut retrouver un peu au quotidien. On l'a vu là un peu dans le chat, certains retours qui, voilà, la relation, encore une fois, entre le développement et le test, pas l'opacité, parce que c'est pas ça, mais l'inconnu en quelque sorte qui est le métier de testeur, les activités du testeur pour tout un chacun, et au final le coût du test, encore une fois le coût de la qualité. Et donc si on devait conclure sur qu'est-ce qu'était le test au final, si on devait donner un peu une définition un peu générale, pour nous, ce serait ça, quoi. Le test, c'est d'augmenter la confiance des parties prenantes d'un projet à travers la production de preuves. Donc, ça fait une grande phrase avec des grands mots, mais voilà, c'est pompeux. Mais pour moi, tout est là et les trois, désolé du terme, les 3 mamelles de la chose sont là. Déjà, la confiance. Le but, c'est d'apporter un jugement sur la qualité. C'est de permettre au projet, au management, de prendre des décisions pas avérées, des décisions éclairées. Merci. Tu m'éclaires aussi. Donc des décisions éclairées avec des faits. Donc c'est le premier truc. Et le deuxième, c'est les parties prenantes. Encore une fois, l'idée, c'est tout le monde. Le test, il n'est pas à destination seulement des testeurs, pas seulement du management, pas seulement du PO, du client, etc. Il est aussi à destination des développeurs. Encore une fois, comme on a vu au début, le test, il n'est pas là pour critiquer les développeurs, il n'est pas là pour critiquer de manière péjorative, hein, le terme critiquer, le livrable, le produit, il est là pour sécuriser tout le monde, pour sécuriser l'équipe, pour apporter un filet de sécurité. Encore une fois, c'est vraiment compliqué. Le développement logiciel, c'est vraiment compliqué. Et en faire sans sécurité, justement, ça ne dure pas longtemps. On le voit tous au quotidien. Donc voilà, la confiance, les parties prenantes. Et le troisième terme, c'est la production de preuves. Encore une fois, apporter du jugement, apporter un jugement de la qualité, etc., ça se fait avec du factuel, avec du concret, et donc via la production de preuves. Et enfin,
parce que le test, bah, c'est aussi les testeurs, c'est de l'humain. Enfin, on a commencé par justement la relation humaine entre développeurs et testeurs. Donc, pour finir sur le testeur, sur l'humain, bah, le testeur, qu'est-ce qu'il a lui, qu'est-ce qu'il a pour lui, qu'est-ce que ça nécessite au final d'être un testeur? Bah, dans un premier temps, ça nécessite de l'empathie. On a vu tout au long de ce meet-up, bah, le testeur, il va falloir qu'il discute, il va falloir qu'il se mette dans les chaussures, il va falloir qu'il prenne le point de vue bah, du métier, du PO, du développeur, du client, etc., de l'Ops. Enfin voilà, il va avoir, il est un peu le centre d'aiguillage enfin, ouais, le centre de tout. Et il va avoir besoin d'empathie pour, bah, voilà, pour discuter, pour se mettre dans les chaussures d'un peu tout le monde. Deuxième qualité, c'est l'ingéniosité. On l'avait vu avec Natacha, bah ouais, effectivement, c'est pas juste cliquer sur des boutons. Il va falloir tester des IHM, du mobile, du web service, du batch, du test de sécurité. Et on l'a vu aussi dans le chat, le multicompétence, oui, il va falloir peut-être faire un petit peu d'automatisation, peut-être un petit peu plus, rentrer dans un contexte un peu DevOps avec du Jenkins, enfin voilà, une partie un peu plus technique. Donc, voilà, de l'ingéniosité, de la curiosité, avoir cette appétence pour le testeur, c'est quand même un must. Et enfin, le dernier. Typiquement, moi, comme je vous disais tout à l'heure, je ne suis pas automaticienne aujourd'hui. Je ne suis pas capable d'automatiser, hein. C'est surtout ça. Ça n'est pas dans mes compétences. Ça ne veut pas dire que je ne discute pas avec les développeurs et que je ne les comprends pas quand ils ne me parlent pas. Quand ils me parlent et qu'ils utilisent des mots qui peuvent paraître très techniques, je m'efforce de comprendre, je m'efforce de faire en sorte que ça se passe bien et que la connaissance, ce qu'ils veulent me dire, est, est compris par tout le monde, parce qu'après, ça veut dire aussi que je dois être capable d'expliquer ce qu'ils m'ont dit à mon PO, qui est certainement encore moins technique que moi. Et du coup, c'est compliqué. Donc, voilà, ça fait aussi partie de la curiosité, en fait. La curiosité, c'est pas parce qu'on ne sait pas faire qu'on ne doit pas s'y intéresser. C'est important, en fait, en tant que testeur, de s'intéresser à tout le monde. Finalement, on est vraiment un petit peu le pivot entre tous les métiers présents dans une équipe agile. Et d'ailleurs, souvent, on a tendance à se tourner vers le testeur parce que bah, il n'a pas le rôle du PO, donc il ne va pas vous crier dessus. Et en même temps, on aime bien lui parler parce qu'il essaye de comprendre un petit peu tout le monde. Et du coup, Et donc, la dernière qualité qu'on souhaite mettre en avant, hein, les testeurs en ont beaucoup, mais celle-ci, c'est bah, le pragmatisme. On l'a vu sur le dernier préjugé, le problème de la qualité, de la non-qualité, du surcoût, du coût, etc. C'est un sujet vraiment extrême au sein des équipes, au-delà même de la stratégie de test, de l'automatisation, de comment on va tester, de la place du testeur, etc. La place du test en lui-même au sein du projet, de son coût inhérent, et on le fait sauter parce qu'on n'a pas le temps, les fameuses feature factory où on pousse de la fonctionnalité, et la qualité, bah, on verra ça après, et souvent bah, on se le prend dans la tête quelques temps après. Donc voilà, la qualité, la troisième qualité qu'on souhaitait mettre en avant, c'est vraiment ça, c'est le pragmatisme. De pas, enfin, l'idée c'est pas de tout tester, c'est l'idée encore une fois, et l'objectif du test, c'est surtout pas de trouver, comme on peut l'entendre régulièrement, notamment des PO, des choses comme ça. Quelques exemples en tête. L'idée, c'est pas de trouver tous les bugs, c'est pas de livrer un produit sans bugs, ça c'est totalement illusoire, et c'était totalement, ouais, vraiment illusoire. L'idée, c'est voilà, de manager le coût, le risque. C'est vraiment ça, c'est vraiment ça le truc. et du coup, excusez-nous, on va avoir on a un problème félin. Du coup, nous, on s'arrête sur ces 3 préjugés. Je pense que c'était déjà bien dense, ne serait-ce que sur ces 3 préjugés. Je vous propose qu'on passe aux échanges et aux questions. On espère qu'on vous a un petit peu éclairé, que ça vous a plu. Ceux qui souhaitent remettre leur caméra, vous pouvez, il n'y a vraiment aucun souci. Vous n'oubliez pas que vous êtes enregistré, donc il ne faut pas que ça vous dérange si vous remettez votre caméra.
Nous, ça nous fera plaisir de voir du monde s'il y en a quelques-uns qui souhaitent la remettre. Et puis, on va reprendre un petit peu toutes les questions qu'il y a dans le chat, puisqu'il nous reste un petit peu de temps et on va essayer de répondre parce que je vois qu'il y a eu pas mal d'échanges. Ouais, il y a eu des échanges super, super intéressants pour le coup, c'est vraiment top. Mais si les gens qui avaient des questions veulent les poser à voix, à Autre, haute, allez-y. ouais, n'hésitez surtout pas. Ou pas. Je vais remonter un petit peu aux premières questions, du coup. Moi, je veux bien poser une question à voix haute. Vas-y. Vas-y, Clément. J'attends mon retour. Non, c'est bon. Ouais, on t'entend. on t'entend. En fait, c'est pour Natacha. Est-ce que tu pourrais nous parler des points communs entre ton métier de testeur et ton rôle de Scrum Master, s'il te plaît? C'est des choses qui m'intéressent beaucoup. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se croisent. Ouais, tout à fait. En fait, pour moi, être Scrum Master, c'était un peu la continuité de mon métier de testeur agile parce que Scrum, c'est un framework qui se base sur la qualité. Le principe de Scrum, c'est de se dire, on se met moins de pression et on fournit un livrable de qualité. Et du coup, c'est complètement dans la suite logique du fait d'être testeur. Finalement, c'est prôner la qualité. Alors, être Scrum Master, c'est faire en sorte qu'une équipe de développeurs va bien se mettre une équipe de développeurs PO, etc., va bien se mettre dans un framework, va bien respecter les règles Scrum, va bien faire l'agilité selon les règles Scrum, avec tout ce que ça implique, mais c'est aussi basé sur cette qualité de livrable, sur cette qualité d'application qu'on a envie de fournir. Ce qu'on veut, c'est faire quelque chose qui est propre, qui est le moins buggé possible et qui répond le plus possible aux utilisateurs. Donc voilà, moi, c'est un peu tout ça, c'est prôner la qualité. Et en plus, je suis le genre de testeur qui parle beaucoup avec les développeurs, qui essaye de me mettre beaucoup à leur place. J'essaye d'avoir beaucoup d'empathie pour chaque personne du projet, quel que soit son rôle. Et même si parfois, c'est des compétences techniques qui peuvent me dépasser un petit peu parce que je ne sais pas de quoi on parle, c'est quand même important. Et je pense que la chance pour moi d'être à la fois test lead et Scrum Master, c'est que du coup, les développeurs me parlent plus facilement parce que je suis à la fois du côté test et je les comprends et je sais ce qu'ils vivent et je suis capable de savoir que un bug peut venir de là, d'aller un petit peu au-delà de simplement déclarer un bug, mais aller dans l'analyse. Et en même temps, c'est cool pour eux parce que comme je suis Scrum et que dans mon rôle de Scrum, je suis censée les aider à pousser les problèmes qu'ils pourraient avoir, et ben du coup, c'est un peu la même personne qui les aide tout le temps et c'est plutôt sympa pour eux. Voilà. Je sais pas si ça répond un peu à ta question. Oui, carrément, merci. Je t'en prie. Est-ce que Thomas ou quelqu'un d'autre veut poser une question? Alors, justement, il y avait Vincent qui demandait comment casser le mythe au sein d'un projet à l'agile lorsque le testeur est pris à partie pour les devs. Eh bien, justement, est-ce qu'au sein de ton projet agile, tu as un Scrum Master parce que ça fait partie de son rôle, normalement, de faire en sorte que ce soit beaucoup plus fluide entre les développeurs et le testeur. Sinon, en fait, je pense qu'aujourd'hui, le testeur doit faire beaucoup d'efforts pour aller de façon empathique vers les développeurs, se mettre à leur place, comprendre. Et moi, j'ai mis en place des sessions de pair testing avec les développeurs de mon projet. Ça marche vachement bien, c'est-à-dire que quand ils ont fini une US, que nos développeurs soient back, front, full stack, peu importe, moi je me dépasse techniquement, mais en fait on teste ensemble les US. Donc du coup, si c'est du front, eh ben, le développeur en général c'est moi qui vais partager mon écran, lui montrer ce que je fais, et quand je tombe sur un bug, il va me dire ok, comme je vois ce que tu fais, je vois quasiment tout de suite d'où ça vient, clac, je le corrige, c'est relivré dans 15 minutes le temps que le build et les tests auto passent. Si c'est le bac, c'est en général plutôt lui qui va montrer son code. On va passer ensemble les parties de son code, on va les lire, il va m'expliquer ce qu'il fait si j'arrive pas à le lire, si c'est au-delà de mes compétences. Et je vais dire, ah ouais, mais attends, là, t'as pas pensé, est-ce que tu as traité ce cas-là? Non, tu ne l'as pas traité. Ok, ah ouais, t'as raison, je l'ai oublié, ok, je le rajoute, je le fais, clac, clac, clac. Hop, je te relivre ça dans 1 heure, dans 2 heures, dans 15 minutes, ça dépend du temps qu'il lui faut pour ajouter ce qui lui manque ou pour corriger. Et en fait, on est vraiment là, vous allez avoir une vraie équipe dev test qui va vous faire tomber complètement la barrière, en fait.
Et vraiment, si vous avez l'occasion de mettre ça en place, et en tout cas de le tester, c'est vraiment un plus. C'est vraiment un truc de fou. Après, il faut que tout le monde soit d'accord parce qu'effectivement, ça veut dire laisser quelqu'un d'autre venir voir l'intimité de son travail quelque part. Mais ça marche vraiment bien et vous avez des qualités dev qui explosent, hein, tout simplement. Ouais, après on en revient toujours à la même chose, hein. D'autant plus dans des projets agiles, mais ça vaut même au-delà de l'IT, etc. Le point central, c'est la communication. C'est clair, net, enfin, il n'y a pas... Et pour communiquer, pour parler à l'autre, il faut le comprendre, il faut de l'empathie. On en revient à ce qu'on disait il y a quelques instants. Et le point central, il est vraiment humain, il est vraiment dans la communication, dans l'empathie, que le testeur et le dev, enfin voilà, c'est ça, on est dans de l'humain au-delà d'une histoire de test, de critique, de méthodologie, d'agilité ou quoi. On est vraiment sur la relation humaine, quoi. C'est ça. Je passe à la question suivante, du coup, Karl qui nous demandait pour l'automatisation. On l'a abordé juste après, je crois que tu as été juste un petit peu plus rapide que nous. Bien évidemment que le testeur peut être amené à faire de l'automatisation. Ouais. Et ça, j'ai vu que ça donnait lieu à des échanges intéressants là sur justement Les multicompétences. les multicompétences et effectivement dans un monde et dans des projets agiles comme ça, le multicasquette, le multicompétence après, c'est une histoire aussi de compétences, d'appétence, de curiosité, tout ce que vous voulez, mais oui, désiloter les compétences au sein de l'équipe, c'est les premiers pas vers, encore une fois, ce que je disais il y a quelques instants, pour communiquer, pour avoir de l'empathie, il faut comprendre l'autre, il faut se mettre dans les chaussettes, dans les chaussures de l'autre, et pour ça, il faut connaître son métier un petit peu, il faut pouvoir communiquer avec lui, et rien de mieux que de partager des compétences, partager le travail pour ça, quoi. Tout à fait, hein. Le testeur, pour moi, il est multicompétence. Enfin, être testeur, c'est à la fois être un PO, c'est à la fois être un testeur, c'est à la fois être quelqu'un qui va dans une base de données, qui automatise un test, qui est capable, pour les plus chevronnés d'entre nous, d'aller intégrer nos tests dans la CI/CD. Enfin, c'est ça, d'expliquer, de discuter d'une règle de gestion, d'expliquer une règle de gestion aux développeurs parce que le PO n'est pas là. Enfin voilà, il a. Dans un monde idéal, en fait, toutes les personnes d'un projet, quel que soit leur rôle de base, devraient être capables de faire tout ça. Mais ça, c'est dans un projet idéal et voilà, je pense qu'aucun de nous n'a ces projets idéaux. Du coup, autant nous habituer, mais je pense que en tant que testeur agile, en tant que test lead, appelons-le comme on veut, hein, peu importe le mot qu'on met dessus, on est les plus à même, en tout cas, à s'adapter à tous ces rôles et à tous les rôles différents de nos projets. Moi, c'est vraiment quelque chose qui, en tout cas pour moi, ça a coulé de source. Le no test case, Benjamin, je pense que c'est un grand sujet, il y a un grand débat. Moi, je suis complètement pour, je trouve que c'est un vrai concept. C'est quelque chose que j'ai du mal à faire appliquer chez mon client parce que je suis dans une grosse DSI et que du coup, j'ai toute l'inertie de la DSI à emmener derrière moi. Mais je pense qu'effectivement, le no test case, quand vous pouvez le faire, c'est la vie. C'est la vie, on se concentre sur l'essentiel, hein, mais voilà, ça reste des partis pris et je connais des testeurs qui n'aiment pas ça. Alors, je continue. Plateforme DevOps, Karl, on en a répondu, on est tous d'accord. Après, c'était plus des échanges, encore une Ouais, fois, on super vous a voix intéressants. échanger, c'est super. Le full exploiting testing, quels sont les retours? Ah, Benjamin, c'était une question pour toi. Je suis désolée, Thomas, pour la chanson. On ne voulait pas payer des royalties. Oui, surtout, on ne voulait pas chanter. Et on ne voulait pas chanter et vous ne vouliez pas qu'on chante. C'est ça, mais je sais que rien que le titre, ça vous l'a déjà mis dans la tête, et rien que pour ça, c'est pour nous, c'est gratuit, ça fait plaisir.
Voilà. Bah, après, je pense que niveau question, on a fait le tour. C'était encore une fois plus Des échanges. Est-ce qu'on a oublié quelqu'un? Vous n'hésitez pas, vous nous dites, c'est maintenant. Ce que je vous propose de toute façon, vous n'hésitez pas à nous recontacter si jamais vous aviez des questions, des réflexions. On est sur LinkedIn, on est sur Twitter. Natacha et Laurent Fourmi-Mangin, c'est le même nom de famille, vous l'aviez tous compris. Il n'y a pas de souci, c'est plutôt simple pour vous du coup à retenir. On vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés. Ouais, merci de nous avoir accordé ce temps. On se retrouve le mois prochain pour le prochain meet-up UNUP. On verra qui sera là. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine à Agile Rennes et puis au MOT France. Et puis, on vous souhaite une bonne soirée. Merci à tous et bonne soirée.